Bonjour et bienvenue à ce numéro de Santé Plurielle. Nous parlons aujourd'hui de la planification familiale. Nous allons nous replonger dans l'histoire de la planification familiale en République démocratique du Congo avec cet ouvrage qui vient d'être publié. L'ouvrage s'intitule 50 ans de planification familiale en République démocratique du Congo, la quête acharnée pour le progrès. Et l'ouvrage est de Jane Bertrand. Elle est notre invitée aujourd'hui. Merci beaucoup. Professeur Jane, bonjour. Merci, bonjour. Et merci de nous faire l'honneur de venir à la RTNC sur ce plateau de Santé Plurielle. Avec vous, nous allons parler de planification familiale, de cet ouvrage, du contenu et de tout le travail que vous-même, vous avez pu faire en République démocratique du Congo en faveur de la planification familiale. Mais vous n'êtes pas seul, vous êtes avec le professeur Miatoudi là. Nous vous saluons, professeur. Bonjour. Et nous vous remercions également d'avoir accepté de répondre à cette invitation. Vous avez très peu de temps. C'est vrai, vous êtes venu justement pour le vernissage de ce livre, on va en parler, 50 ans de planification familiale en République démocratique du Congo. Mais si vous êtes là, c'est parce que ceux que vous connaissent vous appellent avec raison le papa de la planification familiale. En RDC, vous en avez été témoin toutes ces années, vous connaissez l'histoire et on va essayer, avec le peu de temps que nous avons, de conter un peu cette histoire et de permettre au public qui nous suit aujourd'hui de comprendre un peu d'où nous sommes venus. Et quand nous parlons de la planification familiale aujourd'hui, ça va aider un peu à comprendre c'est que voilà la situation aujourd'hui. Alors, professeur Jane, vous êtes professeur à l'université de Tulane aux États-Unis. Tout à fait. Alors, la première fois que vous êtes arrivé en RDC, à l'époque Zaïre, c'était en 1979. En tout cas, si vous aviez fait un tour à la maternité de Kitambo, vous allez trouver un bébé qui venait de naître. C'était certainement moi à l'époque. Voilà. Et donc, vous êtes venu pour la première fois en cette année-là. Dites-nous pourquoi vous êtes venu. Mais avant de répondre à cette question, on voudrait vous connaître un peu plus. Hein. J'ai dit vous êtes professeur à l'université de Tulane. Peut-être que vous avez autre chose à ajouter à votre présentation. Merci. Je suis professeur là-bas depuis l'année 79, la même année que je suis venue pour la toute première fois au Zaïre. C'était dans le contexte d'autres projets de santé publique. Mais quand je suis arrivée là-bas, j'étais étonnée de ne pas trouver un programme plus fort en planning familial, parce que moi, mon expérience, c'était dans l'Amérique latine, là où les programmes avaient commencé un peu avant. Et c'était à cause de l'USAID qui voulait déjà commencer à lancer les projets en Afrique, que très vite, j'ai eu un projet financé par l'USAID pour travailler dans le Bas-Zaïre. Bas-Zaïre, aujourd'hui Congo central. Congo central. Mais ces noms-là de Bas-Zaïre, c'est venu d'où? Vous étiez en Amérique et puis Bas-Zaïre, comment voilà. C'était à travers l'Église de Christ au Zaïre, au moment, maintenant l'Église du Christ au Congo, où ils m'ont mis en contact avec les personnes qui avaient déjà commencé à travailler un peu. C'était tout nouveau, le planning familial, mais déjà certains missionnaires protestants avaient commencé à travailler dans le domaine. Donc, on m'a mis en contact et ensemble, on a pu créer un tout premier projet à Zona Pangu. Ah, ok, dans le Congo, dans les Bas-Congo, Bas-Zaïre à l'époque. Voilà, donc c'est ça justement l'histoire de la planification familiale. Ça a traversé le temps, les époques. On est parti du Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo. Et l'évolution de la planification familiale a été aussi impactée par tous ces changements-là. Peut-être qu'on aura le temps d'en parler. Sinon, ceux qui seront intéressés pourront toujours voilà, visiter un peu l'histoire
histoire qui est contée ici dans ces livres. Alors vous êtes arrivé en 1979 et vous avez commencé ce projet directement au Congo central. Comment ça s'est passé? La planification familiale, c'était nouveau? C'était encore tout quoi à la fait nouveau. C'était tout à fait nouveau. Population? Oui. On avait de grandes familles. Ce qui était important, c'est que même les gens qui n'avaient pas étudié, ils reconnaissaient l'importance de l'espacement de naissance. Ce n'était pas question de limiter les naissances, mais de voir que chaque enfant puisse grandir avant que le prochain soit né. Et nous avons travaillé aussi avec d'autres médicaments pour les enfants, au-delà avec aussi les contraceptifs. Et comme ça, les mamans pouvaient espacer les naissances. Espacer et accepter l'idée d'avoir les produits pour espacer les naissances, étant donné que c'était pour le bien-être de leurs enfants déjà nés, et ce n'était pas pour limiter la prochaine naissance, mais plutôt d'espacer les naissances. Alors, vous aviez raison de dire qu'il fallait d'abord accepter l'idée, parce que nous sortions d'un contexte, je parle du pays qui sortait d'un contexte où auparavant il n'y avait pas de politique de planification familiale jusqu'à ces fameux discours du président Mobutu. C'était en décembre 72, si je ne m'abuse, vous étiez là. Parlez-nous un peu de cette époque-là. C'était un discours, vous avez dit étonnant tout à l'heure quand on en parlait. Pourquoi étonnant? Étonnant parce que celui qui prononce ce discours, c'est un catholique. C'est le président Mobutu, il est catholique. Or, vous savez qu'à ce moment-là, l'Église catholique était complètement contre tout ce qui avait trait à la contraception. Et deuxièmement, c'est un président francophone. Et nous, Zaïre, pays francophone, nous étions aussi attachés à une loi que la France avait promulguée et la Belgique a copié, et nous aussi, le Congo belge, nous avons copié la loi de 1920 qui interdisait non seulement la pratique de la planification familiale, même toute publicité en faveur de la planification familiale. Et voilà que le président Mobutu, un jour de décembre 72, fait ce discours étonnant, et j'allais ajouter détonnant, parce que ça bouleverse le pays. Voilà. Ok, voilà, donc c'est un discours historique, ça change le paradigme. Alors, juste une question, parce que vous avez parlé de cette loi de 1920, venue d'abord de la France, copiée par la Belgique. C'était quoi l'intérêt du colonisateur, si on peut le dire ainsi, d'interdire la planification familiale? D'abord, je commence par la France, oui. Parce que la France est un des tout premiers pays qui applique la planification familiale. Pourquoi? Parce que les Français ne voulaient pas beaucoup d'enfants. Et la France avait besoin de beaucoup d'enfants. Et les Français disaient que nous avions perdu la guerre contre les Allemands en 1870 parce qu'il n'y avait pas assez de soldats français pour lutter contre les Allemands. Alors ils ont dit au couple français, vous devez nous donner beaucoup de soldats. Maintenant, nous au Congo, pourquoi nous avons copié ça? Parce que quand les Belges ont fait le premier recensement dans les années juste après la Première Guerre mondiale, ils ont trouvé que la population du Congo était à 10 millions d'habitants. Or, un certain Stanley est passé par ici, il a dit que le Congo avait 40 millions d'habitants. Alors où sont passés les autres? Les 30 millions. Alors les Belges ont commencé à avoir peur que la population congolaise allait disparaître. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, nous sommes à l'époque où le Congo est en train de se construire et on avait besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Sachez que jusqu'en 55, le Congo belge avait un problème de main-d'œuvre. Donc nos papas
ils n'étaient pas suffisamment nombreux pour répondre aux besoins de main-d'œuvre de ce pays. C'est comme ça que le chômage n'existait pas au Congo. Quand vous êtes employé quelque part, si vous trouvez que bon, ce monsieur ne vous plaît plus, vous démissionnez, vous allez chercher un autre. Le travail était à gogo. Donc c'est les employeurs qui cherchaient les travailleurs, et les travailleurs pouvaient faire le fier. C'était le moment où le Congo vraiment était en train de se... vous savez par exemple que dans certaines régions, certaines provinces du Congo, on devait prendre les gens par la force pour aller les faire... C'est le Kasaï. Oui. Le Kasaï oriental, on a pris les gens par la force pour aller les faire travailler au Katanga. Parce qu'on n'avait pas de gens pour faire le travail. Donc c'est pour ces raisons là-bas que le Congo belge a aussi adopter cette loi de 1920. Donc il était absolument interdit. Maintenant je vais ajouter. Or, là, on voit plus le besoin économique qui motivait. Et pas aussi la moralité. Bon, maintenant les prêtres, les missionnaires vont avoir un autre souci. Pourquoi? Parce que contrairement à ce que les gens disent, nos grands-mères étaient pour la planification familiale. Nos grands-mères espaçaient les naissances. Et si le beau-fils dérangeait trop la maman et il venait avec des accouchements rapprochés, c'était grave. Et c'est pour ça que... la maladie, Sanga. Oui, Sanga, c'est justement quand les enfants... sont trop rapprochés, alors monsieur... Mais il y avait cette pratique d'éloigner un peu la femme. Alors maintenant, nos grands-pères ont inventé un système de séparer les... D'abord, si vous êtes un homme, si votre femme vient d'accoucher, ne la touchez plus. Pendant au moins 2 ans, jusqu'à ce que l'enfant commence à marcher. Et maintenant, qu'est-ce que l'homme va faire? L'homme est autorisé à avoir une deuxième, une troisième, une quatrième femme. Donc la polygamie était en fait un moyen d'espacer les naissances. Maintenant, quand les missionnaires vont venir, eux sont contre la polygamie. Ils disent pas 2 femmes, une seule femme. Mais maintenant, comment est-ce que les hommes vont faire? Donc c'est là qu'il y a eu la crise maintenant qui va arriver, qui va expliquer le discours du président de la République. Alors, ces discours-là donnent justement lieu à la création de ce programme de naissance désirable. Naissance désirable. Oui, voilà. Parce qu'il avait peur, le mot planification familiale d'abord n'existait pas en français. Ouais. On parlait de planning familial. Alors, planning familial, immédiatement, c'est à diminuer le nombre d'enfants. Alors là, il y avait un problème, limitation des naissances. Mobutu a préféré parler de naissance désirable parce que il devait répondre à la crise. Il y avait une crise. Il y avait une crise sociale. Et nous qui travaillons à Mamaye, on voyait les effets de cette crise-là. Comment? Donc vous étiez déjà à l'époque médecin? Moi j'étais déjà médecin en 72. C'est ma 2e année en tant que médecin. Okay. Et je suis sergent, médecin militaire, sergent à Mamayemo. Et chaque jour que je faisais la garde en gynécologie, j'avais au moins 20 filles qui venaient pour que nous, on termine le travail qu'elle avait commencé à la cité. Il y avait 20 filles qui venaient chaque nuit pour qu'on fasse le curettage parce qu'on avait commencé un avortement à la cité et souvent dans des conditions terribles. Et chaque jour, il y avait au moins 4 filles qui mouraient. Et quand vous parlez des filles, c'est-à-dire moins de 20 ans? Moins de 20 ans, moins de 25 ans. Okay. Célibataires, étudiantes, non mariées, qui se retrouvaient enceintes. Et alors, bon, la solution, c'était d'aller voir quelqu'un de la, quelqu'un du quartier. Bon, alors on faisait les tripotages.
souvent avec des rayons les rayons de roues des bicyclettes. Et on perforait la matrice et tout ça. Et elle venait chez nous avec une matrice qui pourrit. Et nous, on devait essayer de nettoyer, mais comme je disais, chaque jour, il y avait au moins 4 filles qui mouraient. Et c'était dramatique pour nous. Donc c'est comme ça que le docteur Pauls, qui était le médecin, le responsable de la gynécologie, l'obstétrique à Mayemo, est allé dire à Mobutu, il faut arrêter ça. Il faut arrêter la mort de ces jeunes filles. Il faut permettre à ces jeunes filles d'avoir des moyens pour se protéger. Elles ne veulent pas tomber enceintes, mais elles sont sexuellement actives. Hein? Problème que nous, on n'avait pas dans l'ancien temps de nos grands-mères, parce que à l'époque, dès qu'une fille a ses règles, quelques mois après, elle est mariée. Elle est mariée. Bon, maintenant, et donc, il n'y avait pas de problème. C'est dans un cadre... Tandis que maintenant, oui. Avec l'urbanisation, oui. Ces filles qui ont 12 ans ne sont pas encore mariées, elles sont encore à l'école primaire. Elle a 15 ans, elle est encore à l'école secondaire, elle n'est pas encore mariée. 18 ans, elle n'est pas encore mariée, parce que même les garçons, on l'étudie, mais les filles ne sont pas, ne dorment pas. Donc elles ont des besoins sexuels, et quand elles ont ces besoins sexuels de façon non contrôlée, elles tombent enceintes. Et ça, même l'Église n'a pas pu arrêter ça. L'Église n'a pas pu arrêter, elle disait simplement que c'est interdit de... Oui, mais c'est interdit, mais pourquoi est-ce que vous renvoyez ces jeunes filles qui tombent enceintes si vous êtes pour les grossesses non désirables? Donc il y avait une situation de crise dans la société. Okay. Donc il fallait trouver une solution. Et le président a été sensible à cette crise? Et c'était une réponse, on peut le dire. C'était une réponse. Ce discours et le programme a commencé. Jane, je reviens à vous. Et donc, vous êtes arrivée, je crois, plus ou moins 5 ans plus tard, quand le programme a commencé, mais timidement, je pense. Alors, vous retracez dans cet ouvrage l'évolution. Dites-nous un peu toutes les années où vous êtes resté, parce qu'effectivement, on ne saura pas vraiment tout compter ici, malheureusement, mais toutes les années où vous êtes resté, vous êtes peut-être reparti, vous êtes resté, vous avez vu comment cela a évolué, même par rapport aux mentalités, les difficultés du début. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que vous avez vécu à l'époque et comment la population a commencé à accepter quand même ce programme? Jusqu'après le discours, il y avait 2 groupes qui étaient prêts à commencer à travailler. Il y avait la Fédération internationale de planification familiale à Nairobi, qui est venue pour aider à votre comité national de naissance désirable. Et après, il y avait les missionnaires protestants. En cette époque-là, il y avait beaucoup d'Européens, Américains, qui avaient déjà étudié à l'extérieur, qui connaissaient la contraception. Et donc, vite, l'Église du Christ au Zaïre a commencé à intégrer la planification familiale dans des programmes de maman et enfants qui existaient déjà. Okay. De là, on peut passer à la décennie des 80, qui était vraiment le premier âge d'or pour la PF. Okay. Il y avait 3 grands projets. Peut-être il y a les gens qui se souviennent de projets de services de naissance désirable à côté de Kintambo. Il y avait aussi le projet Sandru dans les zones rurales. Et un troisième qui était le projet de marketing social qui, à cause de croissance de VIH, et qui distribuait les préservatifs. Ces projets, tout le monde était impliqué, ça marchait très bien. Et jusqu'en 1091. OK. Pillage oui. De 1091. Là où les bailleurs internationaux qui étaient à la base de plusieurs de ces projets, ils ont coupé les fonds immédiatement. Ils ont retiré le personnel des ambassades et ils ont mis fin à presque toute cette activité qui avait été développée dans l'âge d'or. C'était difficile alors. Ça m'amène à revenir encore une fois à vous, professeur Miatoudila. Je pose cette question, je pense que c'est aussi la difficulté qu'on peut avoir aujourd'hui.
le président a remarqué, il a été sensible, et comme nous l'avons dit, à cette crise. Vous, médecin que vous étiez, vous avez vu la réalité, vous avez fait le rapport. Il a prononcé le fameux discours, la politique de naissance désirable, mais quel était le niveau d'implication du gouvernement? Parce que quand les bailleurs ne sont pas là, tout est par terre. C'était quoi en fait? On remarque un problème, mais on a l'impression qu'on ne s'implique pas à fond. Et je pourrais dire que c'est peut-être encore le désastre ou le problème aujourd'hui. Heureusement, effectivement, Mobutu crée ce programme, mais il ne donne pas l'argent. Bon, il n'a pas donné l'argent parce que le Zaïre commençait à avoir des problèmes d'argent. Nous sommes déjà vers les années 72, 75. Le Congo, le Zaïre n'a plus d'argent. Et donc la planification familiale n'est constituée pas vraiment une priorité. Il nous dit, débrouillez-vous. Okay. Moi, j'ai donné il donne le feu vert, mais j'ai donné le feu vert, mais pour ce qui est l'argent, chercher. Alors nous avons commencé à chercher. C'est comme ça que nous avons approché l'IPPF. Fédération internationale de planification. Voilà, ils ont accepté. Tout à fait, à Nairobi. Et l'USAID. Okay. Ils ont accepté. Mais les besoins du pays étaient énormes. Donc ce que l'IPPF donnait, ce que l'USAID donnait, c'était pas beaucoup. Ça ne pouvait pas combler tous les besoins. Voilà. Et puis, deuxième grand problème, vous commencez un programme, un nouveau programme. Mais il faut avoir non seulement de l'argent, mais il faut avoir aussi des personnels qui peuvent travailler. On n'avait pas de médecins. Parce qu'à ce moment-là, bon, moi j'ai fini à l'université à Lovanium, mais on nous a jamais enseigné la planification familiale. Donc même les médecins qui sortaient de la faculté ne savaient pas comment administrer ça. Alors, à fortiori les infirmiers. Donc on n'avait pas de personnel, pas d'argent, pas de personnel. Troisième problème. Ok, le président, c'est vrai que ses paroles avaient force de loi, mais si vous demandez à un juriste, il va vous dire oui, mais en vérité, il y a la loi. De cadre. Donc, même si vous racontez que le président avait le pouvoir de faire des lois, mais dans le code, il y a la loi, n'a pas encore été abrogée. Et une autre difficulté, c'est, comme je dis, là, vous parlez de la fameuse loi de 1920. Était toujours dans les... La loi était toujours là. Elle était toujours là. Elle n'était pas abrogée. Elle n'était pas abrogée. Mobutu n'a pas eu le temps où on n'a pas pensé à... Parce qu'elle a dit, quand j'ai dit, ça veut dire que ça devient une loi. D'accord, mais il faut quand même être un peu plus bon. Et puis, le Congo, le Zaïre, est un pays chrétien. C'est vrai que les missionnaires protestants pouvaient, mais qu'est-ce qu'ils représentent? Et pas tous les protestants, certaines dénominations protestantes. D'autres dénominations protestantes. Le pays est à majorité catholique. Hein, le pays est à majorité catholique. Donc, le président pouvait avoir dit, mais il y a les évêques qui pensaient comme le pape. Donc, il y avait toutes ces difficultés qui faisaient que le démarrage était pénible. Pénible, mais incroyable qu'ils ont pu réaliser quelque chose dans ces années 80. Parce que vraiment, on a lutté, on a mis les structures, on a commencé à former le personnel de manière que là où il n'y avait rien, en 9 années, ils ont pu créer vraiment une fondation très solide pour l'avancement du programme après, jusqu'à l'année 91. Au pillage. Quand tout est venu en bas. Et qu'est-ce qui a fait que la planification familiale puisse se relever de nouveau? Bon, c'est un peu comme le pays, n'est-ce pas? Oui. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement la planification familiale qui a souffert pendant cette décennie. Je crois que la population a souffert beaucoup pendant cette période.
Et peu à peu, on a essayé, bon, il y avait un peu de stabilisation dans le pays, la situation économique, bien qu'il est resté difficile, peu à peu, il y avait les engagements des autres, de manière que même déjà dans les années 2000, c'est quand surtout les deux grands bailleurs dans la planification familiale, qui sont USAID et FUNWAP, UNFPA. Le Fonds des Nations Unies pour la Population. C'est ça, exactement. Les deux sont revenus. Le projet à Kintambo, le projet national de santé de la reproduction, a pris un peu plus de force. Le nouveau projet, le programme de santé le programme national de santé de l'adolescent, Oui. a été établi en 2003. Oui. Et avec on a senti à nouveau quand même l'engagement. Engagement personnel, appui de l'extérieur, aussi les gens qui maintenant avaient 20 ans d'expérience, d'avoir lutté dans de conditions très difficiles, mais ont lutté quand même pour avancer les programmes. Donc les bailleurs internationaux étaient quand même disposés. Ils voulaient aider et surtout quand ils voyaient que les RDC prenaient de relief, ils voulaient être ici parce que le pays est énorme et a beaucoup de besoins. Le pays est énorme et a beaucoup de besoins, c'est vrai. Alors, sans chercher à entrer vraiment dans le détail parce que le temps va nous manquer, on va essayer de dire aussi quand même l'essentiel par rapport à la planification familiale. Nous en parlons 50 ans d'histoire, mais quels sont les bénéfices ou les avantages de la planification familiale? Pourquoi s'engager autant et pourquoi tous ces efforts et toute cette communication aussi autour de la planification familiale? Merci. Je vais commencer après le docteur Barnabé. Il y a maintes raisons pour la planification. D'abord, pour la femme elle-même, si c'est une fille, elle peut continuer avec ses études. Si c'est une femme, elle contrôle un peu mieux l'occupation de son temps, l'économie de la famille. Le couple peut donner beaucoup de choses à ses enfants, l'éducation, la nourriture, etc. Donc, c'est pour l'individu, pour la famille et aussi pour le pays. Il y a des grands bénéfices. Mais je vais laisser Dr. Miatidi là ajouter. Oui, parce que vous voyez, c'est comme l'éducation. C'est comme l'éducation. Oui. Quand vous introduisez un nouveau programme, avec le temps, les gens se rendent compte des bénéfices de ce programme. Le cardinal Maloula me disait tout le temps que quand lui, il était un petit enfant ici dans la ville de Kinshasa, le père Raphaël les enchaînait pour les amener à l'école primaire. Mais avec le temps, maintenant, ce sont les parents qui courent derrière les enseignants, les écoles pour amener les enfants. Donc, il y a un changement psychologique de la population. C'est la même chose avec le planning familial. Quand on a commencé, les gens... Mais maintenant, les gens se sont rendus compte que c'est important. La preuve, c'est que si je pose la question à n'importe qui ici, je lui dis, bon, est-ce que vous avez déjà fait un peu l'histoire de votre famille? Oui. Combien d'enfants avait votre grand-mère? Les gens de ma génération. Ils vont vous dire, nos grands-mères avaient en général 4, 6 enfants. Combien d'enfants avaient en moyenne la génération qui nous précède? Nos papas, nous, ceux qui sont nés dans les années 20, ils avaient en moyenne plus de 10 enfants. Les 12 enfants, c'était le nombre général. Maintenant, demandez à notre génération maintenant. Vous me demandez à moi, par exemple, combien d'enfants vous avez? Combien d'enfants? C'est 4. 4 enfants. Vous voyez, nous sommes passés de 12 pour nos parents à 4 pour nous. Et combien d'enfants ont nos enfants? Vous allez voir maintenant que ça diminue. Ça veut dire que les gens se rendent compte que oui, je veux avoir des enfants, mais pas 12. Pourquoi? Parce que les conditions pour bien élever les enfants
ne me permettent pas d'avoir 12 enfants. Mais maintenant, comment tu vas faire si tu restes avec ta femme pendant 40 ans, 50 ans pour n'avoir que 4 enfants? Donc les besoins se créent. Et donc le planning familial est devenu un des besoins de la population. Maintenant, c'est à nous à leur donner ces moyens là-bas, avoir suffisamment d'argent, suffisamment de consommables pour répondre à ces besoins-là de la population. Voilà, je vais, peut-être que nous sommes en train d'aller vers la fin, malheureusement, de cet échange. Moi, je trouve ça très intéressant. Peut-être qu'on pourra, si jamais l'occasion se présenter, aller encore vers d'autres aspects. Mais est-ce que vous pensez vraiment que la population perçoit ce besoin aujourd'hui? Il y a tout un tas de rumeurs autour de la planification familiale très nombreuses. On a même des vidéos, parfois des gens, des Occidentaux eux-mêmes, certaines personnes qui stigmatisent les méthodes contraceptives, notamment les méthodes contraceptives modernes. Parce que selon justement les rumeurs répandues, il y aurait une théorie du complot derrière la planification familiale, parce qu'il y a certaines personnes qui voudraient voir la population de l'Afrique diminuer. Je ne sais pas trop pourquoi. Voilà, je pense que vous êtes au courant de tout ça, de cette théorie qu'on cherche à rattacher un peu à la planification familiale. Je vous invite à venir à une de nos campagnes. C'est vrai, ce n'est pas le 100% des femmes qui voudraient avoir une méthode contraceptive. Ce n'est pas même peut-être la moitié. Mais vous allez dans une campagne où on donne la gamme des méthodes modernes. Et le grand problème, c'est que nous ne pouvons pas avoir la quantité suffisante pour remplir les besoins. Il y a un grand accueil et parfois, les femmes arrivent là-bas, ils sont autour de l'endroit. C'est parce que vraiment, ils cherchent les moyens. Si elle ne s'intéresse pas, elle sera à sa maison. Alors, c'est une des expériences que nous avons eues qui nous donne beaucoup d'espoir pour l'avenir. Il y aura toujours ces rumeurs. On lutte contre ces rumeurs tous les jours dans nos programmes. Ce n'est jamais une obligation. La planification familiale, c'est volontaire. On n'oblige personne de prendre une méthode. On les fait accessibles et les femmes ou les couples qui veulent, ils viennent. Mais vous parlez de besoins aujourd'hui, Jane, vous parlez des 50 ans de planification familiale, mais les évidences par rapport à l'accès justement à la contraception en République démocratique du Congo nous montrent qu'il y a encore beaucoup de besoins qui sont non satisfaits. Voilà. Et la prévalence contraceptive, nous sommes, je pense, à moins de 20%. Voilà. Donc si on met 100 femmes aujourd'hui, il y a moins de 20 qui utilisent la contraception. Ça reste un défi. Ça reste un défi, effectivement. Mais c'est pour répondre un peu aux rumeurs. Je crois qu'il y a si certains pays veulent faire disparaître l'Afrique, pourquoi est-ce que ces pays-là eux-mêmes sont champions de la planification familiale? Il faut regarder simplement les statistiques aux États-Unis, en Europe, en Chine, dans tous les pays avancés, même au Brésil. La prévalence de la contraception est très élevée. OK. Maintenant, l'avantage aussi avec la planification familiale, c'est qu'il y a beaucoup de méthodes. Si vous n'aimez pas cette méthode, vous pouvez utiliser d'autres méthodes. Donc, il n'y a aucune méthode qui est bonne pour toutes les femmes. Chaque femme doit décider, non, chaque couple doit décider de la méthode qui lui convient. Et les personnes doivent être informées. Les personnes doivent être informées, et ça, c'est le travail qui nous reste encore à faire pour essayer d'informer le plus possible des gens.
et surtout le plus possible des hommes. Parce que malheureusement, jusqu'à présent, c'est quand même l'homme qui contrôle la sexualité de sa femme. La femme n'est pas encore, dans notre culture, la femme n'est pas libre de gérer son corps. Donc, ce sont des problèmes que nous devons encore aborder. Et surtout que vous avez fait allusion au cadre légal de la planification familiale. Depuis 2018, la loi cadre sur la santé publique a introduit quand même des éléments sur la planification familiale. Tout à fait. Oui. Non, et c'est maintenant qu'on a changé. Il y a une nouvelle loi qui maintenant autorise la planification familiale pour n'importe quelle personne en âge de procréation. Alors oui, je reviens. Est-ce que c'est une satisfaction? Est-ce que vous dites, bon, 20%, plus ou moins 20% de prévalence contraceptive, c'est bon déjà? Ou bien vous dites, bon, ça fait 50 ans, j'avais vu 50 ans plus tard que la RDC arrive quand même à plus de 50% de prévalence contraceptive. On n'en est pas encore là. Quels sont vos sentiments, Jen? Il ne faut pas fermer la valise et aller de retour. Il faut rester ici parce qu'il y a tellement de collègues maintenant. Je suis en minorité. Mon visage mondial est en minorité maintenant parce que je vais dans une grande salle. C'était le docteur Sylvain Yuma, secrétaire général de la santé, qui récemment, il était en face d'une grande salle des personnes pour faire un plan stratégique en paix. Il a dit, moi, je me suis devant une salle des experts en planning familial. Il y a 15 ans, ces experts pouvaient être assis autour d'une table. Et maintenant, c'est une salle de conférence avec ces experts. Alors, on a beaucoup progressé. C'est un des facteurs qui nous donne beaucoup d'espoir. Que maintenant, le cadre de manager pour ces projets, ils sont bien formés, bien rodés. Ils sont là pour continuer avec l'implémentation de ces projets. C'est vraiment un des facteurs qui nous donne beaucoup d'espoir. Et je trouvais très intéressant de pouvoir mettre ensemble dans un seul livre les 5 décennies de la planification familiale, d'abord au Zaïre et ensuite en RDC. Alors cette activité et la présentation du livre du professeur Jen, qui je remercie de nous avoir associés, c'est d'abord pour nous un modèle et un moyen de pouvoir mieux comprendre d'où nous venons et de pouvoir nous projeter dans l'avenir. C'est essentiellement de comprendre par où nous sommes passés, comment nous sommes arrivés où nous sommes, les résultats que nous avons aujourd'hui, quelles sont les raisons, quelles sont les difficultés et comment est-ce qu'en tant que nouvelle génération à laquelle on donne ce flambeau, nous allons nous assurer que nous aussi, nous allons transmettre un Congo où la planification familiale est toujours au centre du processus de développement, mais aussi au centre du bien-être des communautés. Alors la planification familiale, elle est très très importante, particulièrement parce qu'elle permet à chaque femme, à chaque couple, à chaque personne, individu, de pouvoir décider des quand, des comment, de combien ils veulent avoir des enfants. Deuxièmement, lorsqu'on dit planification, ça veut dire anticipation. Il y a beaucoup de problèmes que nous rencontrons aujourd'hui dans notre société qui sont liés au fait que nous n'avons pas anticipé, par exemple, le boom démographique. Vous avez beaucoup d'enfants qui naissent pour lesquels nous n'avons préparé aucun programme. Nous n'avons pas construit de nouvelles écoles, nous n'avons pas construit de nouveaux centres de santé, nous n'avons pas préparé de la nourriture et les salaires n'ont pas changé. Et donc, vous avez les ménages qui subissent en fait l'impact de l'augmentation rapide de la population. Et le gouvernement subit cela parce que ça va au-delà de ses planifications. La croissance de ressources est faible et l'augmentation du nombre de populations est plus rapide. Et donc, ça fait qu'on se retrouve dans une situation où l'État est incapable de pouvoir répondre aux besoins de toutes les personnes qui existent. Mais aussi,
le fait qu'il y a déficit de prise en charge, ça entraîne de nouvelles maladies, comme des épidémies, ça entraîne d'autres problèmes de santé et d'autres problèmes économico-sociaux qui vont impacter sur le budget de l'État, mais aussi sur le budget des ménages. Et donc, il est très important pour le Congo qui veut se développer de pouvoir investir dans la planification familiale pour pouvoir bénéficier des dividendes démographiques, c'est-à-dire d'avoir une population pour laquelle ils ont tout planifié, mais aussi qui va produire et non pas une population qui est totalement dépendante. Nous, en tout cas, nous vous remercions, professeur Jane. Moi, je suis particulièrement heureuse parce que j'ai quand même ces livres et je pense qu'il y a beaucoup, en tout cas beaucoup d'éléments, beaucoup de richesses dans cet ouvrage, 50 ans de planification familiale en République démocratique du Congo. C'est encore en version anglaise, mais bientôt on aura la version française, mais je pense que c'est téléchargeable aujourd'hui, on peut l'avoir en ligne. En anglais, gratuit, oui. Mais d'ici à peu près 8-9 mois, il y aura la version en française qui sera aussi disponible gratuitement ou en papier. Merci beaucoup, professeur Jane. Ce livre a demandé beaucoup de contacts. Vous avez vraiment... vous êtes entré en contact avec beaucoup de personnes. Seulement une centaine de personnes, la plupart les Congolaises. Une centaine de personnes qui sont témoins de l'histoire de la planification familiale en RDC, comme vous-même aussi, comme le professeur Miatoudi là et bien d'autres encore qui travaillent aujourd'hui pour la promotion de la planification familiale. Merci en tout cas à vous deux et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Nous vous fixons rendez-vous pour un autre numéro de Santé Plurielle. Portez-vous bien chez vous. Au revoir.